Bonsoir à tous et bienvenue dans la revue d'actualité des Gîtes Belgique. Je suis Raphaël, accompagné ce soir une fois de plus par Arthur. Salut Arthur. Salut Raphaël, et salutations à nos auditeurs. Alors, pour aborder aujourd'hui un sujet qui ne manquera pas de faire débat, l'Union européenne est-elle antidémocratique? Nous avons identifié 7 points clés qui, selon nous, soulèvent de sérieuses questions sur le fonctionnement démocratique de cette institution. Installez-vous, on analyse tout ça ensemble, point par point. Premier point, commençons par le commencement. À l'origine de l'Union européenne, il y a certain monsieur Walter Hallstein, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Donc le tout premier président, finalement, de ce qui constitue aujourd'hui l'Union européenne, s'appelait Walter Hallstein. Il a présidé de 1958 à 1967. Cependant, cet homme était en réalité un ancien nazi. Il a fait partie de la Wehrmacht en tant qu'officier instructeur et il était chargé notamment de préparer d'une certaine façon un nouveau droit qui vaudrait pour tous les États conquis. C'était une sorte de pré-Union européenne en fait. C'était un projet qui était, on va dire, non pas identique mais similaire à ce que nous avons aujourd'hui. Oui, alors il faut relever qu'en 1944, il a été enlevé par les Américains. Et il faut savoir que un autre grand personnage de l'époque qui a contribué à la création de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne était un Français Jean Monnet. Jean Monnet, voilà, qui lui aussi, comme par hasard, a été formé ou est revenu des États-Unis avant de lancer le grand projet européen. On a un petit peu, allez, dans ce contexte, certains connaissent l'opération Paperclip où on récupère tous les scientifiques, tous les ingénieurs nazis aux États-Unis pour travailler sur des projets pour la NASA. Et beaucoup ont contribué à envoyer les premiers hommes sur la Lune. Donc finalement, on rentre dans la même idée, mais dans sa version politique et économique. Donc nous avons de sacrés pères fondateurs de l'Union européenne. Ben écoute, deuxième point peut-être, mon cher Arthur. Donc ça concerne un référendum qu'il faut organiser dans tous les États membres de l'Union européenne en 2005 en vue de l'adoption d'un traité établissant une constitution pour l'Europe. Donc à la grande surprise de nos chers dirigeants, ce référendum a reçu une réponse négative, en tout cas dans deux grands pays européens, à savoir la France et les Pays-Bas. Et le vote pour ce référendum a eu lieu le 29 mai 2005 et malgré le non de deux grandes nations européennes, finalement en 2007, les dirigeants européens se sont dit, bon, puisque le peuple n'a pas voulu adopter notre traité, eh bien, on va en adopter un autre de notre côté en reprenant tout le contenu qu'on voulait mettre dans le premier et en l'appelant simplement autrement. Donc, c'est le traité de Lisbonne, en fait, qui est le traité de l'Union européenne, simplement. À savoir par là qu'en termes de chiffres, 54,67% des Français avaient dit non au référendum. Donc on peut dire que 54% des Français ont été trahis. Oui, et même des Pays-Bas, donc je l'ai rappelé. Ce n'est pas seulement la France qui a dit non à l'époque, c'était également les Pays-Bas. En parlant d'élections, Arthur? Toujours en lien, en tout cas au niveau chronologique, avec cette question de l'irrespect pour la voix du peuple européen. Donc les faits se sont produits le 28 janvier 2015 dans un entretien au Figaro. Monsieur Jean-Claude Juncker, qui était à l'époque le président évidemment de la Commission européenne, avait déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens, là il précisait déjà ratifiés, mais finalement l'exemple de 2005 nous avait démontré qu'il ne pouvait pas non plus y avoir de choix démocratique contre des traités à venir. Donc dans tous les cas, en réalité, il ne peut jamais y avoir de choix démocratique contre la volonté des européistes. Oui, d'accord. Donc le peuple perd dans tous les cas. C'est ce qu'on va encore illustrer le quatrième exemple que je souhaite rappeler à la mémoire de nos auditeurs et du public qui écoutera cette vidéo.
C'est une déclaration de l'ancien président français, Valéry Giscard d'Estaing. Donc, au micro de la radio Europe 1 en 2018, il a déclaré... Non, mais il ne faut pas se tromper, ce ne sont pas des élections très importantes. Pourquoi ? Parce que le Parlement européen n'est pas très important. C'est nous, je dirais presque moi, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'a pas de pouvoir politique, il n'a pas le pouvoir de diriger l'Europe. Donc, Valéry Giscard d'Estaing lui-même déclare que, en réalité, les élections européennes ne servent à rien. Au final, le pouvoir est centralisé autour de la Commission européenne et le Parlement n'est que consultatif au final. Oui, c'est une chambre d'enregistrement des décisions de la Commission dont les membres, eux, ne sont pas élus directement par les citoyens européens. Les commissaires européens, ils sont sélectionnés, je ne sais pas selon quelle procédure obscure. Et oui, ils doivent peut-être passer un entretien devant les députés européens, mais on sait très bien que les députés européens oseront très peu s'opposer à une candidature qui leur est soumise. Oui, tout à fait. Donc ce sont en réalité des agents qui œuvrent non pas pour le peuple, mais pour d'autres intérêts, ou des instances financières, ou des entreprises, des industriels. C'est souvent comme ça que ça se passe, en politique malheureusement. Prochain point, mon cher Arthur. Oui, 5e point. Les faits se situent le 23 septembre 2022, la veille ou 2-3 jours avant les élections parlementaires italiennes, donc avant l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir en Italie. Eh bien, Ursula von der Leyen, donc qui est aujourd'hui encore la présidente de la Commission européenne, avait carrément menacé les Italiens. En effet, elle leur avait dit, lors d'une entrevue, qu'en fonction du vote qu'ils allaient effectuer, si c'était le parti de Madame Meloni qui gagnait, notre chère Ursula ou l'Union européenne a des outils de pression à faire valoir, comme ça a été le cas pour la Pologne et la Hongrie. Donc, autrement dit, Ursula von der Leyen menaçait les Italiens s'ils votaient mal, parce que sinon ils risquaient de sanctions. Voilà. J'allais dire, s'ils votaient mal, parce qu'on peut mal voter. Là, par contre, il ne fallait pas y voir d'ingérence de la part de l'Union européenne dans des élections étatiques. Mais par contre, quand c'est Elon Musk qui simplement donne son opinion, qui n'engage que lui, par rapport à la situation au Royaume-Uni ou en Allemagne, là, il faut y voir une ingérence d'un pays vis-à-vis d'un autre, et là il y a un problème. Mais quand c'est l'Union européenne qui s'ingère, il n'y a aucun souci. Deux poids, deux mesures. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique la proximité entre Giorgia Meloni et Elon Musk aujourd'hui. Oui, ce ne sont pas les seuls à avoir des liens ensemble. On pourrait passer au 6e point alors, dans ce cas ? Oui, un tout petit résumé. Donc jusqu'à maintenant, on a vu que donc l'Europe, au début de l'Europe, nous avons eu des nazis. Puis, quand le peuple européen est invité à se prononcer sur le droit de l'Union européenne, on ne tient pas compte de son avis. Mais en plus, donc, ce qui illustre le cas de l'Italie, quand il ne s'agit pas de voter sur le droit de l'Union européenne, mais de gérer les affaires nationales, même là, l'Union européenne se mêle du peuple, enfin se mêle de la vie des élections et essaye d'influencer la vie des citoyens étatiques nationaux. Donc on n'est pas tranquille ni au sein de l'Union, ni dans le fonctionnement même de l'Union européenne, ni même dans le fonctionnement de son propre pays. Il n'a pas été créé par le peuple, ni pour le peuple. Oui, c'est ce qui apparaît pour l'instant en tout cas. Ah oui, c'est une instance supranationale qui est là pour répondre à des intérêts qui dépassent les nations. N'oublions pas que ça a été créé dans le contexte de la guerre froide et de l'après-guerre. Il fallait que les États européens soient soumis à la grande puissance victorieuse,
aux deux grandes puissances victorieuses, parce qu'en Europe de l'Est, c'était l'Union soviétique et le pacte de Varsovie, et à l'Ouest, c'était les États-Unis avec le plan Marshall. Alors le 6e point, donc là il concerne le fonctionnement véritable des du Parlement européen, donc qui est censé être l'organe le plus démocratique de l'Union européenne. Donc en décembre 2022, on a appris par la presse une affaire de corruption de députés européens par le Qatar. Donc ce qui n'est pas pour nous rassurer, puisque même une fois en place, nos députés ne sont pas prêts à tout prix à faire valoir les intérêts des gens qui les ont élus. Non, dès que un peu d'argent pointe le bout de son nez, ils sont prêts à changer d'avis et à agir uniquement en fonction de leurs propres intérêts. Et dernier point alors Oui. 7e dernier point, il est très récent. Il s'agit de quelques propos tenus par un ancien commissaire européen, Thierry Breton, donc un ancien commissaire français, qui a déclaré donc le 9 janvier 2025 ce qui va se passer, et pour l'instant, gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et qu'elles peuvent, et si on ne les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Thierry Breton a expliqué que si l'AfD obtient un très bon score aux prochaines élections fédérales, donc qui sont des élections législatives à la fin du mois de février 2025, eh bien, l'Union européenne interférera. Et comment elle interférera? En réalité, ça consisterait donc à annuler l'élection. D'ailleurs, Thierry Breton dit que l'Union européenne interférerait comme elle l'a fait en Roumanie. Or, dernièrement, en décembre, en Roumanie, donc une élection présidentielle a eu lieu, qui a vu monter un candidat dit d'extrême droite au deuxième tour de l'élection. Et au final, ce résultat-là n'était pas du tout prévu, et il est advenu effectivement l'annulation de l'élection présidentielle en Roumanie. Donc de nouveau, les Allemands, autrement dit, n'ont pas intérêt à voter mal, car s'ils votent mal, eh bien tout simplement on ne tiendra pas compte de leur voix, de leurs opinions. C'est un peu l'image de certaines personnes qui jouent à un jeu de société, et quand tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Si ça se passe mal, on renverse le plateau. Donc. Bah oui, je pense que c'est une caractéristique de la logique gauchiste, c'est une grande forme d'immaturité. Mais surtout, ce qui est le plus scandaleux, c'est de prétendre que nous vivons dans un continent démocratique, des institutions démocratiques, alors que finalement, à travers les 7 grands faits que nous avons rapportés ici, tout indique qu'en réalité, nous vivons dans un régime antidémocratique. Eh bien, sur ces mots de la fin, je te remercie, mon cher Arthur. Merci aussi à toi aussi, Raphaël. Et merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode de la revue d'actualité d'Égypte-Belgique. Est-ce que ces 7 points vous ont convaincu? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. On a hâte de lire vos réflexions. Si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.